Merci à tout le monde d'être là. Je voudrais commencer en situant un peu cette présentation par rapport à deux éléments. Les premiers en lien avec mon expérience en tant qu'enseignante ici à l'UQAM et qui est approchée souvent par des étudiants non autochtones qui s'intéressent à des questions sur le colonialisme et sur les résistances au colonialisme. Donc, ça, c'est un premier élément de contexte à la problématique que je vais vous présenter. Le deuxième élément de contexte, c'est mon propre statut à l'intérieur de l'université en tant que chercheur, professeur universitaire qui a un poste permanent maintenant à l'UQAM et qui est quand même issu d'un pays colonisé dans le passé et aujourd'hui encore, et moi, je continue à travailler avec des organisations sociales avec lesquelles j'ai milité auparavant quand j'étais en Colombie. Et là, cet rapport avec eux, c'est un rapport différent, c'est un rapport aussi des chercheurs en lien avec des mouvements sociaux, des luttes sociales sur lesquelles j'ai fait la recherche académique. Donc, ça, c'est comme les éléments pour expliquer un peu cette intention, c'est de penser à la possibilité de faire en sorte que les dialogues qui se font entre les chercheurs non autochtones et les communautés autochtones, on peut élargir après dans la discussion à d'autres réalités sociales différentes, mais au moins pour l'instant, à ce niveau, ce type de dialogue que je vais appeler aujourd'hui des dialogues épistémiques puissent être dans un environnement décolonial, ou qu'ils puissent contribuer à une décolonisation de nos connaissances, à une décolonisation épistémique et épistémologique. Je voudrais aussi mettre un peu, disons, en contexte le fait que des dialogues épistémiques existent dans les faits aujourd'hui et qu'ils sont toujours traversés des tensions, mais qui sont des dialogues très fructueux et très enrichissants pour nos connaissances. Je pense particulièrement au dialogue entre les féministes et les femmes autochtones, afrodescendantes et paysannes, dialogue duquel a émergé cette idée, ces concepts et ces pratiques de plus en plus fortes, théoriques aussi, qui est le féminisme communautaire. En Amérique latine, c'est quelque chose qui a pris un réel ancrage et qui est en train d'élargir pas seulement le vocabulaire pour nous référer aux luttes sociales et aux pratiques alternatives de concevoir le monde et les luttes sociales, mais aussi qui est en train d'élargir, à mon avis, le féminisme dans son ensemble. Donc, encore une fois, c'est des éléments qui ne sont pas sans rupture et sans tension, mais qui sont en train d'enrichir nos façons de penser. Un autre exemple, je ne m'attarderai pas sur ces différents éléments qui démontrent l'actualité d'un dialogue épistémique entre autochtones et non autochtones, c'est le concept du bien vivre. Ce concept qui est à la base un concept autochtone, millénaire, on retrouve, différents chercheurs ont montré qu'on peut trouver des éléments un peu dans différents peuples autochtones qui sont semblables à cette idée du bien vivre, mais qui est développée plus systématiquement par les peuples autochtones de l'Amazonie, nous offre des possibilités de repenser les rapports humains envers la nature et de les repenser vraiment dans une vision holistique où il n'y a pas une rupture radicale comme existe dans la lecture occidentale entre les humains et la nature, etc. Et donc, ce concept a été repris dans un dialogue qui, à mon avis, est très riche et très encore problématique aussi, qui est en train de tension, mais qui est très riche aussi, avec des intellectuels et des militants non autochtones. L'importance, à mon avis, c'est que de ces dialogues
comme j'ai mentionné tantôt pour les féminismes communautaires, émergent des possibilités théoriques, des outils d'analyse et des outils pratiques pour repenser nos rapports à la nature, mais aussi pour penser des alternatives à des crises sociales qui sont très importantes, comme, ou des problèmes sociaux plus largement, et des crises comme la question environnementale. Donc, les questionnements, c'est de savoir, la proposition que je vais introduire aujourd'hui, c'est vraiment pas des résultats de recherche, mais plutôt comme des notes de recherche, des notes pour une recherche future, c'est de penser comment, à partir de ces constats, donc des dialogues en cours, et qui sont très fructifères, comment dans ces contextes on peut essayer de défier les rapports coloniaux des pouvoirs et essayer de construire quelque chose qui soit, disons, un peu moins asymétrique dans la recherche. Je dirais que les premiers éléments à retenir pour une analyse de ces genres, et là je vais m'appuyer sur la littérature de la colonialité du pouvoir en Amérique latine. Les premiers éléments à retenir, c'est vraiment et l'élément central, à mon avis, c'est la simultanéité de l'apparition, en fait, la simultanéité de la construction et de l'ascension de l'épistémologie rationaliste occidentale avec les processus coloniaux. Ces deux éléments, la construction de cette rationalité occidentale eurocentrique comme norme universelle de valider les processus de production des connaissances est un moment qui est arrivé en même temps dans l'histoire de l'humanité que les processus de colonisation dans les Amériques. Et donc, un processus de colonisation qui a servi à fonder les bases des les structures de pouvoir que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc, même si le colonialisme n'est pas exactement les mêmes qu'on a connu à partir de 1492, aujourd'hui, les structures de pouvoir qui ont été créées par ce processus colonial, elle est en offre dans nos rapports ici au Québec, en Colombie et ailleurs dans le monde. Et donc, des effets de cet rapport concomitant d'apparition du colonialisme et de l'imposition de la rationalité occidentale, en fait, ça a donné comme résultat qu'il y a des connaissances qui ont été complètement écartées. Et juste un mot rapidement pour parler de en fait, de cet refus d'accepter d'autres connaissances. C'est une destruction des connaissances qui s'est faite par des méthodes sanglantes. Donc, on ne parle pas simplement du processus de sociémo valide où je ne crois pas que c'est assez scientifique, mais c'est vraiment une destruction physique violente et directe pas seulement de la religiosité ou des croyances, mais de tous différents systèmes de connaissances, de maîtrise pour appréhender le monde. Ça a été fait massivement dans les Amériques avec la destruction des cultures, des peuples, des façons de comprendre, mais aussi par la destruction démographique, bien sûr. Ça a été fait aussi par la destruction démographique et autres en Afrique, mais on connaît aussi, et ce n'est pas directement le sujet, mais quand même, que ça a été fait par rapport aux femmes avec la chasse aux sorcières et d'autres éléments répétitifs qui ont permis et qui ont fait en sorte que ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'épistémologie rationnelle occidentale et eurocentrique représente principalement les points de vue et les intérêts d'une partie de la population européenne qui est principalement les hommes. Et donc, de cette population européenne qui a participé au processus de colonisation. Donc, c'est pour cet élément qu'on peut, comme un vouloir, mais aussi comme une hypothèse de travail,
L'idée ici, c'est de postuler que ces dialogues épistémiques dont j'ai parlé tantôt, et on connaît plein d'autres exemples, c'est des dialogues épistémiques qui sont bien sûr très importants du point de vue des connaissances. Ils vont élargir les connaissances qui ont été appauvries par ce processus de violence coloniale, patriarcale et raciste dont je viens de parler. Mais c'est aussi un processus d'élargissement d'une connaissance qui va donner des résultats disons éthiques, des résultats qui vont permettre dans un horizon de moyen terme, réduire les injustices économiques et symboliques qui ont été commises et qui continuent de l'être à l'égard des peuples qui ont été colonisés. Maintenant, la question, c'est qu'il n'y a rien d'évident dans ces bonnes intentions, disons pour l'instant, de vouloir réduire ces rapports de domination parce qu'on parle des résultats du colonialisme, du racisme et du patriarcat qui font en sorte qu'aujourd'hui, les dialogues en question, les dialogues épistémiques dont il est question, sont déjà sur, en fait, la table pour ces dialogues est une table où les différents acteurs, actrices ont une asymétrie dans les rapports de pouvoir. On a une asymétrie aussi dans la possibilité d'accéder au milieu de production de ces connaissances, etc. Et donc, c'est de là qui apparaît cette importance de penser dans les détails concrètement comment faire la recherche sur les questions du colonialisme et des résistances sans reproduire ces différentes asymétries dont j'ai parlé rapidement. Et je voudrais, j'ai juste 3 pistes de réflexion pour ces sujets, mais avant de rentrer sur ces 3 pistes de réflexion, je voudrais raconter rapidement 3 attitudes que j'ai vues, que j'ai témoignées, que moi-même ai pris à un moment ou à un autre quand il y a des étudiants qui viennent me voir pour me proposer de travailler sur colonialisme et résistance au colonialisme, qu'il soit ici au Québec, au Canada ou en Amérique latine. Ces attitudes, ces 3 attitudes d'encadrement de la recherche, on va dire, je les ai vues aussi chez des collègues en fait qui cherchent un peu à concilier ou à comprendre comment faire face à ces éléments. Donc, la première attitude qui, je vais dire, c'est peut-être la plus classique, consiste simplement à redire ce qu'on a dit depuis le début, c'est que les connaissances sont universelles et que si on va faire la recherche sur les femmes, sur les sujets que vous voudriez, il faut, donc c'est donner une bonne méthodologie, c'est donner des éléments d'information qui correspondent à une recherche académique rigoureuse, etc. Et donc, il n'y a pas de questionnement sur qui fait la recherche, sur quoi. C'est comme on se permet tous un peu de faire la recherche sur tout sujet et c'est valide. Et là, je ne veux pas déqualifier les gens qui disent ça, c'est qu'il y a cette idée qu'on peut pallier par des méthodes et méthodologies poussées au fait qu'une personne, par exemple, ne connaît pas suffisamment une culture. Donc, à la place d'aller faire une entrevue d'une semaine, on va leur demander de rester un mois et on va appeler ça recherche participative, par exemple, ou d'autres éléments comme ça. Donc, grosso modo, on reste dans les pratiques épistémologiques et méthodologiques que nous connaissons déjà. Il n'y a pas de remise en question profonde sur les faits qu'on travaille. En fait, il n'y a pas de prise de conscience sur l'importance de cette distinction et cette asymétrie des pouvoirs dans la production des connaissances et les conséquences de cette production des connaissances. Il y a une deuxième attitude que je vois aussi et qui est peut-être la plus répandue chez nos étudiantes, les étudiants que je vois et que je côtoie à l'UQAM.
C'est des gens qui sont, pour la grande majorité, des gens qui sont sensibles socialement, impliqués politiquement ou qui veulent l'être. Et c'est des gens qui se manifestent contre le capitalisme, contre le colonialisme et contre le patriarcat et qui militent et qui veulent théoriser aussi ces pratiques. Mais encore une fois, des gens qui sont souvent non autochtones et qui veulent travailler sur ces questions. Et leur engagement premier, disons la traduction de cette sensibilité sociale et politique dans la recherche, c'est de reconnaître. 5 minutes. Il me reste 5 minutes. OK. Donc, la façon de traduire cet engagement, c'est de faire, de se situer par rapport à la recherche, et donc de reconnaître les privilèges qui les habitent dans la recherche. Ce qui est déjà un très bon pas, mais que, comme la littérature d'ailleurs l'a constaté, ce n'est pas suffisant. Mais qu'on est un peu bloqué là. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on reconnaît? La même chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on dit qu'on est sur des territoires non cédés? Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Et comment on traduit cette reconnaissance en quelque chose de pratique qui va changer la façon de faire la recherche, mais aussi, encore une fois, la redistribution des bénéfices qu'on tire de la recherche. Et ça, c'est plus problématique, souvent parce que s'impliquer politiquement et socialement dans la repenser ces rapports de pouvoir implique un temps vraiment fou, implique des ressources, etc. Donc, c'est très demandant comme questionnement. Et la troisième attitude que je vois chez moi et chez mes collègues aussi, parfois, c'est simplement de dire à des étudiants, peut-être c'est mieux que vous changiez de sujet de recherche. Parce que c'est délicat, parce que on sait que les femmes autochtones, je reviens avec ce qui nous a été présenté hier, les femmes autochtones sont surchargées, les militantes autochtones encore plus, et faire une recherche qui correspond et aux besoins des autochtones et à l'intérêt des étudiants, ce n'est pas toujours évident, à moins qu'on reçoive vraiment une commande et on a besoin de telle informations ou recherches sur tel sujet. Et donc, il y a de plus en plus de nos collègues qui disent aux étudiants, changez de sujet de recherche, on va travailler sur d'autres éléments. Moi, je pense qu'il faut... moi, je ne me sens pas à l'aise de dire aux étudiants de changer de sujet de recherche parce que je pense qu'au-delà de toute la question problématique qui valide, qui fait que cette proposition de changer de sujet de recherche est valide, il y a aussi cet élément que la responsabilité du colonialisme, elle nous revient à nous aussi. Et ce n'est pas seulement aux autochtones et aux peuples autochtones, femmes autochtones. Et donc, assumer cette partie de responsabilité, à mon avis, et pas sans risque, encore une fois, ça implique d'aller vraiment avec beaucoup de précautions dans le traitement des sujets, mais il implique aussi la possibilité d'enrichir nos connaissances, mais aussi d'assumer nos responsabilités dans le processus colonial et dans la remise en cause de ces états de fait du colonialisme. Donc, j'ai dit ces trois pistes pratiques pour conclure. Pour les 5 minutes qui me restent, pour les 2 minutes qui me restent. Rapidement, les problèmes et des éléments de solution, j'ai dit peut-être déjà, ce n'est pas des éléments de solution, mais vraiment des pistes de réflexion ouvertes qui démontrent aussi la complexité de ces questions. Un des problèmes, je vais nommer ces 3 problèmes et 3 aspects de réflexion. Un des problèmes, c'est qui a été déjà analysé dans toute la littérature depuis les études postcoloniaux, décoloniaux, subalternes et d'autres, c'est les problèmes liés à la représentation des subjectivités de l'autre et qui ne sont pas des connaissances vraies, mais qui sont présentées comme la vraie réalité. Donc, qui font en sorte que nous avons une compréhension à partir des éléments très limités, je disais,
manque de connaissance de la culture, parfois la langue, etc. Et donc, on interprète à partir de nos cultures, notre langue, etc. Et on va tirer les conclusions sur l'autre qui ne les représentent pas. Peut-être les plus connus, la phrase synthèse de cette question, c'est Edward Said avec cette idée de l'orientalisme représente ce que l'Orient croit ce que l'Occident croit de l'Orient, mais pas ce qui est l'Orient. Donc, ça, c'est un élément. Moi, je pense, pour faire bref, que face à cette question complexe, la solution, on va la mettre en guillemets, c'est de tourner les questions de recherche, de ne pas poser les questions sur, comme Suzy Basile insistait hier, sur les femmes autochtones, mais sur les processus coloniaux, sur l'espace de pouvoir où nous sommes. Je dis souvent aux étudiants qui veulent travailler en Amérique latine sur les autochtones en Amérique latine, travaillons sur l'extractivisme en Amérique latine, qui est l'extractivisme principalement canadien, par exemple. Ça nous permet d'informer la même situation, mais à partir d'un dévoilement des rapports de pouvoir qui sont à la base de cette différenciation ou de cette asymétrie que j'ai nommée tantôt. Il y a d'autres éléments peut-être sur ces questions, on pourra revenir éventuellement dans la période de discussion. Il y a un deuxième élément, c'est lié au processus de dépossession des connaissances. Et là, les processus de dépossession des connaissances, je pense qu'il faut les voir comme un élément à différents degrés. Les processus de dépossession des connaissances dont je vais parler ici, c'est pas, en fait, sur lesquels je vais conclure, c'est pas le processus de dépossession des connaissances, disons, de la multinationale Coca-Cola vis-à-vis des peuples guarani en mettant un brevet sur Stevia. C'est pas ça. Parce que dans les départements de sociologie ou il n'y en a pas de ces types de genres, des personnes qui viennent nous proposer cela. C'est plutôt un processus de dépossession des connaissances qui consiste on fait des entrevues, mais les gens qui nous interviewent, même si on les appelons différemment, on a de plus en plus tendance à les appeler les participantes. Et il faut qu'ils soient quelque chose de plus que simplement une source d'information. Il faut les reconnaître dans leur contribution. Là, le problème, c'est savoir encore une fois comment. Est-ce qu'on va signer à 3, à 5, à 10? Et c'est beaucoup plus facile pour les chercheurs déjà en poste comme moi que pour les étudiants qui sont en train de construire leur CV, etc. Je vais m'arrêter là. Merci.